Alors Gilles a Oui, très amicalement, très gentiment, Gilles a accepté de nous faire la traduction instantanée du texte des Upanishads qui est sur notre droite, mais il nous la présentera à la fin de cette séance. Donc tu as encore un peu de temps si tu souhaites le traduire. ouais. Alors pourquoi Schopenhauer? Pourquoi Schopenhauer aujourd'hui? Nous avons évoqué jusque-là Héraclite, nous avons parlé de Platon, donc ça semble s'inscrire dans une forme de chronologie. Mais justement, il faut parfois défier la chronologie euh, au sens purement successif, linéaire du terme, et peut-être s'intéresser à une forme de chronologie qui est plus conceptuelle, une chronologie qui est plus par amitié, par affinité d'idées, pourrait-on dire. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous abordons un territoire assez méconnu, mal connu de la philosophie, qui est la pensée d'Arthur Schopenhauer. Alors, qui est Arthur Schopenhauer? Comme je vous le disais, c'était un philosophe assez solitaire, qui a donc vécu, qui est né vers la fin du XVIIIe siècle et qui est mort en 1860, et qui vient un peu coincé entre des philosophes comme Kant, comme Hegel, comme Marx, comme Nietzsche. Donc il est un peu coincé entre tous ces géants. Et il a une pensée qui est ardue, qui est complexe. Parce que c'est une pensée qui, d'abord, est très littéraire dans son style. Il a une plume extraordinaire. Ensuite, est très caustique et très drôle. Mais surtout, s'appuie sur énormément de lecture, énormément de culture. Donc, le monde comme volonté et comme représentation, qui est à la fois un beau résumé de sa philosophie, le titre, et aussi son plus grand livre, Le monde comme volonté et comme représentation, eh bien, c'est un titre qui, au départ, en grande partie, est un commentaire de la pensée de Kant. Donc, évidemment, c'est aride, ça n'intéresse pas énormément de lecteurs. En plus, le style, encore une fois, est très caustique. Mais, et c'est cela qui est assez remarquable, Schopenhauer est un philosophe dont l'influence va être de plus en plus importante au cours des décennies. Déjà de son vivant, je l'ai dit, par des petits textes qui intéressent beaucoup parce qu'on les trouve malicieux, drôles, intelligents, piquants. Donc, on pourrait dire qu'il est lu pour cela et peut-être pour de mauvaises raisons. De la même manière qu'aujourd'hui en France, une des plus grosses ventes de librairie depuis 20 ans maintenant, c'est un livre qui s'appelle L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer. Il est même mentionné dans des films, c'est un passage obligé de tous les avocats. Et si vous avez accès à ce livre, ce qui a fait, je pense, la fortune de l'éditeur français qui a eu l'idée de le rééditer, eh bien, c'est une petite recette en 30 ou 35 étapes, je ne sais plus, sur comment, dans le discours, toujours avoir raison face à son interlocuteur. Eh bien, les avocats le lisent encore aujourd'hui. Donc, c'est une espèce de traité de rhétorique qui montre aussi, d'une certaine manière, la vanité du langage et la manière qu'on peut avoir de manipuler à son avantage, dans une logique un peu de duel langagier, comme quand on est avocat, de manipuler à son avantage des arguments, des thèses, des faits aussi, pour arriver à ses fins. Donc, c'est l'art d'avoir toujours raison. C'est un énorme succès de librairie. Alors, ça ne reflète que très, très partiellement la pensée de Schopenhauer. Aujourd'hui, c'est la première des deux séances sur son rapport à la musique, ce que la musique dit de sa philosophie et dit de la philosophie en général. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à sa thèse fondamentale, ainsi qu'à un texte magnifique qui sera lu, je l'espère, en toute fin de séance, sur lequel on s'attardera un peu. Et on verra dans une deuxième séance sur Schopenhauer toujours la semaine prochaine comment sa pensée de la musique, sa conception de la musique peut avoir une vertu de consolation pour nous au sens où elle peut nous aider à mieux vivre. La pensée de Schopenhauer est connue pour beaucoup de choses. Elle est connue pour sa misogynie, je l'ai dit tout à l'heure. Il est très misogyne à l'égard des femmes, mais on ne lui connaît aucune conquête non plus. Donc il y a beaucoup de fantasmes autour de cela. Il est connu pour ce qu'on qualifie de pessimisme, puisque la plus grande erreur, finalement, pour Schopenhauer, c'est probablement d'être né. C'est comme ça qu'il le voit. Il a une dimension tragique dans l'existence. Il est moins connu aussi pour ce qu'on verra la semaine prochaine, c'est-à-dire une formidable dimension de joie dans l'existence, dont il essaie de nous donner
vers lesquels il essaie de nous donner une voie d'accès. Donc, sans plus tarder, et pour bien situer sa pensée, encore une fois, ce n'est pas une pensée facile, la pensée de Schopenhauer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser étape par étape à l'origine de sa réflexion. D'où nous vient la pensée de Schopenhauer. Je vais essayer d'aller vite là-dessus pour qu'on puisse, mais pour bien vous cadrer les choses. Et en même temps, une fois qu'on aura un peu de clarté sur ce point, eh bien, on pourra écouter la musique qu'aimait Schopenhauer. On pourra aussi écouter la musique que n'aimait pas Schopenhauer. On verra que, par exemple, tous les matins, il jouait de la flûte et il jouait très souvent du Rossini. Il le dit lui-même. Il aimait jouer Mozart à la flûte et Rossini à la flûte. Mais plus encore, Rossini à la flûte. Pour lui, c'est la meilleure traduction de sa philosophie. Donc, vous voyez que Hegel aussi aimait Rossini d'ailleurs. Mais vous voyez que d'un philosophe à l'autre, chacun a ses lubies, chacun a ses musiciens favoris. Le grand musicien de Schopenhauer, c'est assurément Rossini. Donc on écoutera un air que vous connaissez sûrement, je pense, de Rossini, qui est un air de flûte très connu. On connaît aussi de Rossini son l'ouverture de Guillaume Tell, qui est jouée, qui est la seule partie en général de cet opéra qui soit jouée. Très bien. Et puis nous verrons aussi, donc nous aurons notamment une explication technique de ce que c'est que cette ouverture de Rossini à la flûte. Et puis nous verrons aussi l'idée cardinale, l'idée principale de Schopenhauer quant à la musique, ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous dit, et ce qu'aucune autre forme d'art peut nous dire sur notre rapport au monde, notre rapport à nos représentations, à notre manière de percevoir le monde, mais plus encore, et c'est ça qui est vraiment essentiel chez Schopenhauer, ce que la musique nous dit de notre rapport à la vie. Cette grande pensée schopenhauerienne, eh bien, elle conduira et elle guidera d'autres penseurs après lui, au rang desquels, évidemment, il y a Nietzsche, qui a été très influencé, qui est le premier grand lecteur de Schopenhauer. Ça influencera aussi la musique de Wagner, pour le meilleur et pour le pire. Ça influencera aussi des penseurs plus récents. Vous avez un penseur français comme Clément Rosset. Et puis, il y a un écrivain français que vous connaissez sûrement, le plus connu aujourd'hui, qui est Michel Houellebecq, qui a écrit un très beau texte, probablement meilleur que beaucoup de ses romans, sur Schopenhauer, qui est disponible au Cahier de Lerne, et où il y a des intuitions, des passages, des fulgurances sur Schopenhauer, où on voit effectivement que c'est un penseur qui parle d'un autre penseur. Il y a vraiment des communautés extraordinaires. C'est un très beau texte de Michel Houellebecq. Si cela vous intéresse, je vous donnerai la prochaine fois dans les biographies les références exactes de ce texte. Alors, donc sans plus tarder, intéressons-nous déjà au système lui-même, à la pensée schopenhauerienne. On ne peut pas faire l'économie, si on veut être un peu rigoureux, de ce que Schopenhauer nous enseigne. Et plus encore, on doit éviter ce qui se fait, à mon avis, trop souvent, c'est de prendre des extraits, des petits bouts de Schopenhauer, même si on va le faire aujourd'hui, sans les remettre dans un contexte plus large. Et le contexte plus large, évidemment, c'est le contexte justement de sa philosophie, de ces grands choix philosophiques. Alors, ces grands choix philosophiques, ils s'appuient, comme très souvent, sur soit des expériences personnelles, soit des lectures. Dans son cas, il y a un peu les deux. Les deux grandes lectures philosophiques de Schopenhauer, c'est Platon et Kant. Et la grande expérience de vie de Schopenhauer, c'est une lecture, parce qu'encore une fois, c'est un peu comme Kant, il n'avait pas une vie trépidante, ces philosophes. Kant, c'était des marches quotidiennes à Königsberg. Schopenhauer, à Berlin, c'était des discussions avec son chien et la flûte le matin. Eh bien, le deuxième grand, à part la lecture de Platon et Kant, qui l'a profondément influencé, il y a la lecture de Goethe, mais surtout la découverte, je crois que c'est en 1800, ça paraît en 1801-1802, des Upanishads, d'une traduction en latin des Upanishads. Donc, les Upanishads, c'est un texte indien. Et cette traduction en latin, il va la lire, elle va profondément influencer sa pensée. Et on va voir dans quelle mesure maintenant. Alors,
commençons déjà par la première chose à retenir. Donc, il y a trois grandes choses à retenir avant d'aborder Schopenhauer et la musique, mais ça structurera votre compréhension du prochain atelier également, où on parlera donc justement de la dimension tragique de l'existence chez Schopenhauer et comment il peut nous aider à mieux vivre par sa compréhension de la musique. Eh bien, la première chose à retenir, c'est son lien étroit avec Kant. Alors, la philosophie de Kant, on ne va pas rentrer dedans, je ne vais pas vous la présenter en 3 minutes, mais en fait, on va le faire en 3 minutes. On va essayer de la présenter en 3 minutes. La philosophie de Kant a une grande, comment dire, pose en son centre, en son cœur, une différence essentielle qui est la différence qui existe entre les phénomènes et ce qu'il appelle la chose en soi. Alors, qu'est-ce que c'est que le phénomène? Le phénomène, c'est ce qui nous apparaît. C'est tout ce qui est autour de nous. C'est tout ce qu'on appelle le monde, tout ce qu'on appelle le réel, en tant qu'il nous apparaît. Donc, pour Gilles, par exemple, le phénomène, ça va être son écran d'ordinateur. Pour Margaret, ça va être peut-être une bouteille d'eau qu'elle a en face d'elle. Pour Guy, ça va être un objet, ça peut être une table que Guy va avoir en face de lui. Pour Kieni, ça peut être quelqu'un d'autre dans la pièce. Ça peut être un être humain qui est en face de nous. Bien sûr, nous avons tous des rapports différents entre un objet et un être humain, et Kant le soulignera, mais tous ces objets sont et font partie, composent d'une certaine manière notre monde. Donc, ils nous apparaissent. Et ça, pour Schopenhauer, c'est extraordinaire parce qu'il dit, au fond, le monde d'objets tel qu'il est, c'est un monde d'apparence, d'apparition, de choses qui nous apparaissent. Le mot phénomène, phénomène en grec, ça vient de phainestai qui signifie apparaître. Eh bien, c'est un monde finalement d'apparition, d'apparence, aussi dans une certaine mesure d'illusion. Pourquoi? Eh bien, parce que la personne qui est en face de vous, qui vous apparaît, elle vous apparaît, vous la percevez, vous la considérez d'une certaine manière. On ne peut pas être sûr que ce soit la personne réelle. La personne telle qu'elle est, comme on le dit souvent. Il ne m'apparaît pas tel qu'il est en réalité. De la même manière, si on étend ce jugement aux objets, eh bien vous aurez la même considération sur cette bouteille d'eau, ce téléphone, ce livre. Vous le connaissez d'après quoi? Votre perception à vous. Celle de Gilles, celle de Margaret, celle de Guy. Celle, en fait, qui vous est propre, qui est propre à votre point de vue spécifique. Et donc, quel est le constat de Kant? Eh bien, il dit, on ne peut jamais connaître, on va dire, le fond des choses, au sens où on ne peut jamais connaître ce que lui appelle la chose en soi. Et cette chose en soi, eh bien, nous n'avons pas accès direct à cette chose en soi. Ça, c'est le premier grand point. Donc, Schopenhauer retient ça de Kant, il dit, dans le monde, il y a une forme de dualité, il y a deux niveaux. Il y a le niveau des phénomènes, ce qui nous apparaît. Et puis, il y a en fait les choses telles qu'elles sont vraiment. Mais ça, on ne le voit jamais. Il faudrait être Dieu, dans une certaine mesure, pour voir cela. Et ça, c'est un point de vue qui est un point de vue intelligible. Mais l'homme, lui, n'a pas un point de vue intelligible. Il n'a qu'un point de vue inscrit dans le monde, inscrit dans une réalité donnée, dans une vie donnée, la nôtre, la vôtre, la mienne. Et ce point de vue particulier l'empêche de comprendre, et comprendre au sens fort du terme, c'est-à-dire de comprendre, d'avoir l'intelligence, d'avoir la compréhension conceptuelle pour Kant des choses. On ne peut en faire des concepts qu'en tant qu'ils sont des phénomènes, tels qu'ils nous apparaissent, mais pas tels qu'ils sont. Donc on comprend les choses telles qu'elles nous apparaissent, mais pas telles qu'elles sont. Et ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on met dans le monde qui n'y sont peut-être pas. Par exemple, autour de vous, vous avez parce que nous sommes des hommes, parce que nous pensons avec un schéma qui est celui de la raison, eh bien, ce que Kant appelle notre entendement, nous donne des grilles de lecture pour comprendre les choses d'une certaine manière. Avec la quantité, par exemple. On va dénombrer les choses autour de nous. Par exemple, pour vous donner un exemple ici, vous avez ici un verre d'eau. Il y a une certaine quantité d'eau. Il y a un certain nombre de verres. Tout cela, je n'en fais pas le calcul, je n'y pense pas quand j'ai mon verre d'eau dans la main, mais il n'empêche que mon esprit, quasiment immédiatement, à mesure qu'on grandit, à mesure qu'on fait l'expérience du monde, eh bien, on va appliquer ces grilles de lecture quantitatives, qualitatives, sur le monde qui nous entoure. Ce qui fait que le cerveau humain et notre monde est entouré par nos grilles de lecture qui s'imposent aux choses et qui nous donnent une forme d'intelligence, de compréhension des phénomènes. Mais les choses elles-mêmes, le mystère des choses elles-mêmes, ce que Kant appelle donc la chose en soi, nous reste inconnaissable. Et Kant, l'objectif de sa philosophie, justement, c'est de dire, assez modestement, mais pour le coup génialement, l'enjeu de la philosophie, c'est de tracer une limite entre ce qu'on peut connaître et ce qui est hors de portée de notre connaissance. Pourquoi est-ce que c'est important à votre avis? Quand Kant écrit la critique de la raison pure, on est en 1781, c'est un livre, il y a une deuxième édition qui vient 6 ans plus tard, c'est un livre qui fait une véritable révolution au sens propre. Pourquoi est-ce que c'est important? De dire, il y a des choses qu'on peut connaître, et puis il y a des choses sur lesquelles il faut rester modeste, parce qu'on ne peut pas les connaître. À votre avis, pourquoi est-ce si important de tracer une limite entre ce qu'on peut connaître et ce qu'on ne peut pas connaître? N'hésitez pas. Hein. Ah oui. Diminution de religion. Oui, c'est juste. Tout à fait. Guy, tu as tout à fait raison. Si, par exemple, moi, je vous dis je connais la vraie vérité, on croirait une copie d'élève de terminale, je connais la vraie vérité, ou je suis le porteur du message divin, ou j'ai des preuves de l'existence de Dieu, et que j'en fais en fait une manière superstitieuse de tous vous contrôler. Eh bien, le petit Kant en vous pourrait me dire Dieu, en tant qu'il n'est pas un objet donné dans les phénomènes, il n'est pas dans le monde tel qu'on le voit ici, il est une idée de la raison, au sens fort que donne Kant, mais il n'est pas connaissable par tes sens. Tu n'as pas de réalité de Dieu tangible dans le réel. Dieu, c'est une idée, encore une fois, dont notre raison a besoin, sûrement. Mais si tu me dis tu connais Dieu, tu es un charlatan. Et c'est pour ça d'ailleurs que la religion se fonde sur la foi. On croit en Dieu, on n'a pas la science de Dieu. Or, beaucoup de théologiens parlent de Dieu, écrivent des livres sur Dieu, prétendent connaître Dieu, font des colloques sur Dieu, alors qu'au fond, Kant leur dit « mais vous n'en savez rien. Dieu, c'est une question de foi, ce n'est pas une question de science. » Donc, première chose qu'il dit, comme le dit Guy, diminution de la religion, oui, mais par là même, et c'est ça qui est paradoxal, augmentation de la foi. Puisque là, on dit clairement, il y a une différence entre la foi et le savoir. Et en faisant ce grand geste, Kant, à la fois, et c'est ça qui est toujours extraordinaire chez les grands philosophes, c'est que ça ne va jamais dans un sens seulement. On redistribue les cartes. Éviter de pression, on connaît. Oui, éviter de pression quotidien, c'est-à-dire quand on connaît la limite. La limite, c'est vraiment ce sens-là, comme le dit Oliver, c'est ça, oui, Oliver. L'idée, c'est vraiment, en posant la limite, je sais où je suis, je peux mieux me situer dans le monde, et je peux voir si je peux aller au-delà ou pas. Quelles sont les conditions de possibilité pour moi
mieux, enfin de mieux vivre en connaissant mieux, c'est-à-dire aussi en connaissant, en sachant ce que je peux connaître et ce qui est au-delà de ma capacité de connaissance. C'est ce que Kant appelle les conditions transcendantales de notre... oui, quelles sont les conditions transcendantales de notre jugement, de notre capacité à connaître. Qu'est-ce qu'on peut connaître? Qu'est-ce qui est au-delà des bornes? Qu'est-ce qui est au-delà des limites? Donc Dieu est un bon exemple. De la même manière, Kant identifie des concepts clés, des idées clés, dans lesquelles on ne peut pas se faire ce qu'il appelle de concept, parce que simplement, on en a l'idée, la raison en a l'idée, mais elle ne peut pas le prouver. Et si on dit qu'on peut, eh bien, là, on outrepasse les droits légitimes de notre raison. On prétend aller au-delà de ce qu'on peut connaître, donc des lois de l'entendement, et par là même, on peut devenir un manipulateur, un charlatan, on peut en fait arriver à faire ce que Kant appelle de la métaphysique, au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire qu'on prétend expliquer ce que la raison humaine ne peut pas connaître. Donc le premier grand geste, et c'est ça qu'il faut retenir, retournons à la phrase de Schopenhauer qui l'explique, le premier grand geste de Schopenhauer, c'est, et c'est essentiel de bien le saisir, ce mouvement où on trace une limite, où on fait une partition entre ce qu'il est légitime pour notre entendement de connaître et ce qui en revanche est abusif, ce qu'on ne peut pas connaître. Qui veut lire? Qui a une envie de lecture féroce? On n'est pas nombreux. Hein. Bon, je vais commencer parce que sinon, ça va prendre des heures, mais réfléchissez à la prochaine lecture, je vous sens déjà enthousiaste. Mais pour arriver à son but, la philosophie critique, donc celle de Kant, a été obligée de remonter au-delà des vérités éternelles sur lesquelles s'appuyait jusqu'ici le dogmatisme. Donc le dogmatisme, c'est ce que Guy voyait tout à l'heure quand il s'est diminué la religion, diminuer la religion au sens d'une religion dogmatique qui vous dit ne vous inquiétez pas, je sais ce que c'est Dieu, je sais ce que c'est la liberté, je sais ce que c'est le monde, je sais ce qu'il vous faut faire, je sais comment vous devez penser et ce que vous devez penser. Donc, en remontant au-delà des vérités éternelles, ce qu'il met en question, c'est quoi? Alors, on va le voir. Donc, il remonte au-delà des vérités éternelles sur lesquelles s'appuyait jusqu'ici le dogmatisme et qu'elle voulait mettre en question. C'est ce qu'a fait la philosophie critique. C'est pourquoi elle a pris le nom de philosophie transcendantale. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la philosophie transcendantale, ça veut dire que c'est un mot qui paraît compliqué, mais qui est très simple. C'est l'art de tracer des limites. On se pose la question de ce qu'il est légitime ou non de connaître. Quelles sont les conditions de possibilité de la connaissance? C'est la grande question de Kant. Qu'est-ce qu'on peut connaître légitimement? Qu'est-ce qui est abusif? Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je ne peux pas dire sur les choses qui m'entourent? Et Kant dit une première chose, je peux connaître les phénomènes, je peux connaître ce qui m'apparaît à moi, en tant que vous, mais je ne peux pas connaître ce qu'on appelle les choses en soi. Donc, cette philosophie montre encore que le monde objectif tel que nous le connaissons, ce que je vous disais à l'instant, n'appartient pas à l'essence des choses, mais qu'il n'en est que l'apparition ou le phénomène. Donc ça, c'est la lecture par Schopenhauer de Kant. Ça, c'est dans le livre « Le monde comme volonté et comme représentation » dont on parlera aujourd'hui. Eh bien, dans ce moment, qu'est-ce qu'il dit de la philosophie kantienne? C'est la première grande idée à retenir aujourd'hui. Schopenhauer est l'héritier de Kant. Pourquoi? Parce qu'il dit, Kant a vu un truc génial. C'est qu'effectivement, ce que je vois autour de moi, ce qui m'entoure, le monde, ce n'est pas le monde tel qu'il est, ce n'est pas l'essence des choses, c'est l'apparition ou le phénomène. Alors, j'ai une question pour vous. L'apparition, c'est quoi une apparition pour vous? Une idée sur une apparition? Quelqu'un veut me parler de son apparition? Vous pouvez penser à une belle phrase, des phrases les plus... Ah, Une révélation? Une révélation.
Une image. Margaret dit une image, tout à fait. Eh bien, une apparition, comme je le disais rapidement, ce qu'on voit seul, ce qu'on est le seul à voir, oui. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément quelque chose que tout le monde partage, ou en tout cas partage pas nécessairement de la même manière. Le phénomène, tel qu'il est, vous avez l'apparition ou le phénomène. Alors, le phénomène, pourquoi est-ce que c'est en italique? Parce que simplement, comme la philosophie transcendantale, parce que ça, ce sont des termes de Kant. Le phénomène, donc l'origine est grec, le phainestai, pardon, c'est ce qui apparaît. Je le disais tout à l'heure. C'est ce qui apparaît. Mais le mot en français, l'équivalent, l'autre mot pour dire phénomène, vous voyez, c'est apparition. Et l'apparition, c'est proche de ce que vous dites, vous, ce qu'on voit seul, l'image, la révélation. Il y a une dimension qui est plus, qui n'est pas simplement un objet qui nous entoure, quelque chose qui est un phénomène qui nous entoure, mais qui est plus du côté de l'apparition comme quelque chose d'un peu magique qui apparaîtrait devant nous. Il y a une phrase, j'allais en parler tout à l'heure, de Flaubert dans l'Éducation sentimentale, quand Frédéric Moreau voit l'amour de sa vie, triste amour de sa vie devant lui, je crois que c'est en remontant la Seine, en venant de Rouen, il dit « ce fut comme une apparition ». C'est-à-dire, voilà, l'apparition de l'amour, l'apparition de la femme qui va définir sa vie, etc. etc. Bon, une apparition, c'est l'être aimé qui arrive, un peu comme une déesse ou un dieu devant vous. C'est une apparition, ça peut être aussi une apparition au sens d'un fantôme. Il y a des apparitions dans cette maison. Un avatar, nous dit Gilles, ce qu'on est le seul à voir, une image. Bref, il y a une dimension un peu, je dirais pas de filouterie, mais de représentation, alors tout à fait une représentation, clairement. Une représentation au sens où c'est quelque chose qui est à la fois ce qui se donne, ce que je suis le seul à voir, ce qui se donne à moi, donc ce qui m'entoure, les objets qui m'entourent, les phénomènes qui m'entourent, mais aussi, dans un deuxième sens, en allemand, le mot qu'emploie Kant, c'est Erscheinung, et shine, comme en anglais d'ailleurs, mais ce n'est pas écrit pareil, shine, c'est ce qui brille. C'est quelque chose de presque luisant. Et l'apparition, le phénomène, c'est presque comme une espèce de simulacre. C'est presque quelque chose comme une forme d'illusion. Et l'illusion, c'est aussi ce qui joue avec nos sens, c'est ce qui peut nous tromper. Donc, l'apparition ou le phénomène, tel que dans ce texte, Schopenhauer le décrit, Kant, lui, nous dit, eh bien, le monde qui nous entoure est un monde de phénomènes, on ne peut connaître que les phénomènes. Et Schopenhauer, en bon lecteur de Kant, dit absolument, absolument, absolument. Mais, comme on le verra, Schopenhauer est aussi un héritier des Upanishads, de la philosophie indienne. Et il dit, le monde est un monde de phénomènes. Le monde, donc, nous sommes entourés de quelque chose qui nous voile la vérité, qui nous voile l'essence des choses, comme un jeu, comme une dissimulation, comme ce que dans le Veda, on appelle le voile de Maya. Et le voile de Maya, c'est justement ce qui nous voile l'essence des choses, la réalité telle qu'elle est, et nous impose des illusions, des simulacres, un monde de phénomènes qui en fait n'est pas ce qu'il prétend être, ou en tout cas ce que nous pensons qu'il est. Alors, ce n'est pas une lecture nécessairement védique du voile de Maya, mais en tout cas c'est la lecture qu'en fait Schopenhauer. Donc, c'est ça qui est en jeu ici. Il comprend le monde des phénomènes de Kant de cette manière, comme quelque chose qui n'est pas simplement des objets, des phénomènes, mais aussi quelque chose qui nous trompe. Parce que si on ne peut pas avoir accès aux choses vraies, si on a accès qu'aux choses, aux phénomènes, et pas aux choses en soi, comme dit Kant, eh bien, il y a aussi une dimension de tromperie. On est trompé sur la marchandise, si vous voulez. Donc, phénomène conditionné précisément par ces formes qui résident a priori dans l'entendement humain. C'est-à-dire, en gros, c'est la manière dont on est construit dans notre cerveau, dans notre manière d'appréhender les choses, qui font que, comme vous le disiez, on est les seuls à se représenter le monde comme ça, on est les seuls à avoir une certaine image des choses, et on est les seuls à voir, on est les seuls, comme le dit Guy, à voir le monde ainsi. Mais on n'a jamais accès
au monde tel qu'il est. De la même manière que le monde de Guy, le monde de Margaret, le monde de Gilles, le mien, sont radicalement, et le monde d'Aude qui nous a rejoint, bonjour Aude, sont radicalement différents. La deuxième grande idée que Schopenhauer prend de Kant, alors pour Aude qui nous a rejoint justement, là ce qu'on voit aujourd'hui, on a 2 séances sur Schopenhauer, donc on va se concentrer d'abord sur les 3 grandes idées de Schopenhauer pour essayer de voir que ce philosophe n'est compréhensible que si on sort d'une logique en anglais de cherry picking, où on prend des petites phrases ici ou là, qu'on explique et qu'on trouve drôles. Il y en a énormément des ouvrages sur Schopenhauer comme ça. Il y a beaucoup de petits traités, l'art d'avoir toujours raison, etc., qui prennent des citations de Schopenhauer ou qui prennent des petits extraits de texte, un texte un peu plus long, l'art d'avoir toujours raison, ou des maximes, des opinions de Schopenhauer. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'avoir les 3 grandes idées de Schopenhauer. Donc, ces héritages, il y a Kant, il y a Platon, il y a les Upanishads, le livre des secrets indiens. Et sur cette base-là, on va comprendre les grands enjeux de la philosophie de Schopenhauer. Et par là même, en fin de séance, mais aussi la prochaine fois, on sera en mesure de bien comprendre pourquoi sa musique préférée, c'est Rossini, et pourquoi il faut qu'il en joue tous les matins. Et la semaine prochaine, on verra aussi que ça peut nous aider à sauver notre vie de la tragédie et d'un pessimisme noir. On a beaucoup de choses à faire. Donc, première conclusion sur Kant, c'est par suite, le monde objectif ne peut contenir autre chose que des phénomènes. Notre monde, le monde humain, le vôtre, le mien, ce ne sont que des phénomènes. Il n'y a pas de choses en soi. On n'a pas accès à la vérité des choses. On a accès aux choses en tant qu'elles nous apparaissent, comme nous les percevons. La deuxième grande idée, est-ce que quelqu'un veut lire? Est-ce que quelqu'un veut lire? Juste, est-ce que je peux faire une remarque sur la première partie? Oui. C'est que, il y a quelque chose qui confirme son intuition, mais en fait, ils sont des introspections, des suites d'introspection au travers les siècles. C'est que un cerveau, comment il fonctionne, et qu'il reconstitue l'image. Par exemple, la vue est une reconstitution et d'interprétation du cerveau, donc qui n'est pas la réalité. Donc, c'est intéressant qu'il l'ait perçu comme ça. Oui. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que décrit Kant et la manière qu'il avait de définir sa philosophie, il disait que c'était une révolution copernicienne. C'est-à-dire que jusque-là, on pensait que comment dire, dans une certaine mesure, le monde était au centre de l'univers, de la même manière que on pensait que l'homme était au centre du monde et que les choses tournaient autour de lui. Eh bien, sa philosophie fait l'inverse. Il dit, en traçant des limites, c'est pour ça que ça s'est appelé une révolution copernicienne. Copernic est celui qui a justement changé la dimension pour aller vers un héliocentrisme, donc en remettant le soleil au centre. Eh bien, l'homme tourne autour des choses, tourne autour du soleil, avec son entendement propre pour mieux le connaître. Mais il n'est pas acquis, en revanche, qu'il puisse tout connaître. Donc, on a un changement de perspective. Comme tu le dis, la vue est une recomposition. Nos sens sont une recomposition. Ils ont ce que Kant appelle des concepts qui leur permettent de reconstruire ce qu'ils perçoivent du réel. Ce sont des objets, donc, pour notre entendement. Des phénomènes. Un monde de phénomènes, un monde d'objets. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette révolution philosophique, elle va de pair, elle se passe en parallèle avec, quasiment, il y a quelques dizaines d'années d'écart, avec la pensée de Newton, avec la pensée de Copernic. C'est-à-dire qu'il y a une vraie révolution dans notre rapport à la connaissance, dans notre manière de comprendre et aussi d'assigner des limites à notre connaissance. Et c'est encore, en grande partie, beaucoup des éléments de la philosophie kantienne sont tout à fait ont guidé profondément notre compréhension de l'objectivité et des sciences encore aujourd'hui.
Donc, le monde objectif ne peut contenir autre chose que des phénomènes. Alors, le deuxième texte, je vais le lire parce qu'il faut quand même. Enfin, j'ai un temps limité avec cette histoire de couvre-feu. Et vous avez aussi sûrement beaucoup de choses à faire. Kant n'a pas reconnu l'identité de la volonté et de la chose en soi, mais il nous a mis sur le chemin de cette découverte, donc de l'identité, de la volonté et de la chose en soi, en montrant que l'activité humaine a un caractère moral indéniable, qu'elle est tout à fait différente et indépendante des lois du monde phénoménal, et ne saurait en aucune façon s'expliquer par elles. Enfin, qu'elle se rattache directement à la chose en soi. Alors, que dit Schopenhauer ici en parlant de Kant? La première idée, on l'a vu, c'est que notre connaissance a des limites. Il y a deux mondes. Nous, c'est le monde des phénomènes, le monde des objets. Notre entendement nous permet de connaître ce monde des objets. Et même si notre raison, qui parfois déraisonne, nous prétend connaître Dieu, le monde, l'âme, eh bien, Kant nous dit, attention, il y a des limites. On ne peut pas connaître les choses en soi. On ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir, avoir une science de Dieu. On ne peut pas avoir une science du moi. On ne peut pas avoir une science... Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on fait des hypothèses, mais on n'est pas sûr. Et de la même manière, on peut connaître les phénomènes, pas les choses en soi. Eh bien là, il dit, il y a une seule chose dans le monde. Kant dit ça dans un livre qui s'appelle La critique de la raison pratique, c'est son deuxième grand livre. Il y a une seule chose dans le monde qu'on peut connaître absolument, et donc qui n'est pas simplement un objet pour nous, pas simplement un phénomène, c'est notre liberté. Notre liberté, alors, ce que Kant appelle liberté, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui, mais quand nous agissons de manière libre, c'est un fait absolu de la raison, qui n'est pas simplement un objet de notre connaissance, mais qui est un fait, qui est une chose en soi, et qui est indépendante des lois du monde phénoménal. Pourquoi? En deux mots. Parce que la liberté, pour Kant, se définit comme autonomie. La liberté, c'est l'autonomie. Être libre, ce n'est pas agir ainsi parce que je suis un homme, une femme, agir ainsi parce que j'ai été déterminé par mon éducation, par mes croyances, par mon origine sociale, par l'époque. Non, agir librement pour Kant, c'est agir de manière autonome. Autonome, ça veut dire délié de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous détermine. Alors vous allez peut-être me dire, bravo, très bien, comment il fait en pratique? Très simple. Kant a un impératif qui guide, qui est la racine de cette autonomie, c'est un impératif qui est très simple. Agis toujours d'une manière telle que n'importe qui d'autre, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, puisse agir de la même manière. Je vais vous donner un exemple, et puis on reviendra dans le texte de Schopenhauer. C'est ce que Kant appelle l'universalisation de nos maximes. Nos maximes, c'est ce qui nous guide notre action. Quand je me pose la question, est-ce que je dois mentir ou pas, par exemple? Kant dit, il y a une réponse très simple à ça. Vous me dites, par exemple, vous venez vers moi et vous me dites, bah voilà, on est copains, j'aimerais savoir, j'ai quelqu'un qui est très malade, qui va peut-être mourir dans quelques semaines. Et en fait, je pense qu'il est préférable qu'il ne sache pas la vérité. Je pense qu'il est préférable que peut-être il ignore son état. Bon, dilemme qui peut arriver à un médecin, dilemme qui peut arriver dans beaucoup d'occasions, ou dilemme qui peut arriver quand vous vous dites simplement il est peut-être préférable que les gens ne connaissent pas la vérité sur un point, parce que c'est mieux pour eux. Ou il est peut-être préférable, c'est un autre exemple, ce qu'on appelle la raison d'État, qu'un État mente à ses sujets ou à ses citoyens, selon l'époque, parce que c'est mieux pour eux, la raison d'État. Vous ne pouvez pas tout connaître. Il est préférable que vous ne connaissiez pas les vraies raisons qui ont poussé nos services secrets à tuer quelqu'un, etc. Donc, le droit de mentir. Est-ce qu'on peut mentir? Eh bien, Kant dit, il n'y a pas de droit de mentir. Pour une raison très simple. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Qu'est-ce que c'est que la vraie liberté? Eh bien, c'est répondre à cette question par un oui sans ambiguïté. Quelle est la question? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je veux faire, n'importe qui d'autre
pourrait le faire et le ferait de la même manière? À quoi ressemblerait le monde si ma conduite était universalisée? Si tout le monde faisait pareil, en d'autres termes, pour le dire de manière prosaïque. Eh bien, la réponse de Kant est très simple. Si chacun se dit, comme dans mon exemple, oh, je peux bien mentir, c'est peut-être mieux pour lui. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus de limites. On peut toujours se dire, il y a toujours des exceptions. Et on peut toujours mentir parce que c'est mieux pour lui ou mieux pour elle. Et donc, ce n'est pas universalisable. À partir de là, Kant dit très simplement, le mensonge, quelle que soit la situation, n'est pas acceptable. Alors vous allez me dire, et c'est ce qui lui sera reproché, en particulier par un auteur français, Benjamin Constant. Benjamin Constant prend un exemple et il prend un cas, et il lui dit, mais si par exemple tu caches quelqu'un et que la police politique vient te voir en disant, est-ce que cette personne est chez toi? Et Kant dit, la réponse est très simple, il dit oui, je dirais cette personne est chez moi. Alors, il ne dit pas pour autant qu'il ne faut pas cacher les gens, mais la raison pour laquelle il dit oui, cette personne est chez moi, c'est simple. C'est parce que là, notre compréhension de la liberté, notre compréhension de la morale est souvent fondée sur un truc, des cas, des études de cas, et on va dire oui, mais dans tel cas, tu ne peux pas, dans tel cas, dans tel autre, tu peux, il y a des exceptions, etc. Et Kant dit simplement non, 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 il faut sortir de cette logique du cas particulier, des exceptions particulières. S'il est très malade, il ne vaut mieux pas lui dire, etc. Il dit la vraie liberté, c'est qu'indépendamment de mon sexe, de mes préférences religieuses, politiques, de l'ensemble des déterminations qui peuvent guider mon action, je me pose une question simple. De toute époque, de tout temps, toute personne, si chacun faisait comme moi, quel serait l'impact? Eh bien, il y a un monde seul possible où c'est vivable, c'est un monde où on bannisse le mensonge. Si le mensonge est universalisable, eh bien, on arrive à une situation qui n'est simplement pas vivable, y compris en pratique. C'est à la fois illogique et pas pratique. Donc, pour Kant, il y a un truc qui nous fait échapper à un monde uniquement de phénomènes. Il y a une manière d'avoir accès à la chose en soi, c'est la liberté. Donc, pour résumer Kant, pour Schopenhauer, on est dans un monde de phénomènes uniquement, et on ne peut pas connaître la chose en soi, sauf dans une occurrence, la liberté. Quand je prends une décision, quand je suis autonome, et quand je me dis, est-ce que Gilles, Margaret, Guy, Oliver, Aude, dans une situation pareille, ce que je pense faire, est-ce que c'est universalisable? Est-ce qu'eux pourraient faire pareil? Un mensonge pour la bonne cause, je vais tromper quelqu'un, allez, c'est juste une fois, etc. Est-ce que c'est universalisable? Cette logique de l'exception. Bien, la réponse de Kant est non, ce serait invivable. On ne peut pas vivre comme ça. Et du coup, la liberté, c'est l'autonomie. Là où Schopenhauer dépasse Kant, c'est simple. Il dit, ce que n'a pas vu Kant, c'est que ce qu'il accorde à la liberté humaine, la volonté, eh bien, et c'est la grande idée de Schopenhauer, que quelqu'un comme Nietzsche reprendra, eh bien, la volonté, c'est la vie. Ce que Kant n'a pas vu, c'est que ce qu'il appelle la liberté, l'homme là, l'animal là, la pierre là, comment dire, l'ensemble des objets du monde ont cette volonté, qui est synonyme de vie chez Schopenhauer. Et c'est pour ça que souvent on traduit volonté par vouloir plutôt que par volonté chez Schopenhauer pour montrer qu'il y a une forme d'action. C'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui se dépasse, c'est quelque chose qui évolue, qui est dynamique, comme la vie. Donc la volonté qu'on a dans notre liberté, Schopenhauer fait une extension extraordinaire et il fait un truc que Kant n'aurait jamais accepté, c'est qu'il dit que Kant dirait « tu n'en sais rien, on ne peut pas le savoir ». Schopenhauer va plus loin, il dit « la volonté et la liberté que tu vois comme fait de la raison en l'homme, moi je la vois dans chaque chose. La volonté est présente chez les hommes, chez les minéraux, les végétaux, les pierres, les chiens, les animaux. Elle est présente partout. La différence entre l'homme et par exemple l'animal, eh bien, c'est que
comme le dit au tout début de son livre, Schopenhauer, donc ce livre, Le monde comme volonté et comme représentation, eh bien, la différence entre, par exemple, l'homme et l'animal, c'est que l'animal a des représentations du monde qui l'entoure, il voit des choses, il sent des choses, il a des perceptions du monde qui l'entoure. L'homme, lui, a des représentations de représentations, qui construit des systèmes de pensée qui vont au-delà simplement de la perception et de la représentation des choses qui l'entourent. La pierre, elle, n'a pas de représentation. Mais la pierre, d'une certaine manière, elle a une robustesse, elle a une solidité. Et ça, c'est l'expression de sa vie. La plante, elle se développe, elle croît, et puis elle meurt. Ça aussi, c'est l'expression de sa vie. Donc, entre l'homme qui se fait des représentations de représentations, forme ultime de vie et de volonté, entre l'animal qui se fait des représentations, entre la pierre qui se fait des représentations muettes, mais c'est aussi une manière de... Alors, elle ne fait pas d'interprétation du réel, mais d'une certaine manière, elle résiste au monde qui l'entoure. Elle est plus ou moins solide que d'autres pierres, et du coup, elle se fragmente, au contraire, elle résiste. Elle va résister, si elle est au fond d'une rivière, elle va résister à la pression de l'eau qui va lui passer dessus et qui va la polir à travers au gré du temps. Donc, vous voyez que chaque élément de l'univers, pour Schopenhauer, a cette volonté, cette chose en soi, cette volonté en lui. Mais, le voile de Maya, dont on a parlé avant, le voile de Maya recouvre toujours notre volonté. Et notre connaissance nous empêche toujours de voir au-delà du voile de Maya. Donc la grande question, c'est la question à laquelle la philosophie de Schopenhauer, en particulier sa réflexion sur la musique, va affronter, à laquelle elle va se confronter, c'est comment entrouvrir le voile de Maya, sachant que le désespoir de l'homme, c'est de ne jamais pouvoir avoir accès aux choses. La tragédie de l'homme, c'est qu'il est toujours coupé des choses, coupé du monde réel, et que la connaissance, sa connaissance, son intelligence, le coupe, comme l'a vu Kant, des choses en soi. On est toujours dans l'apparition, on est toujours dans le phénomène. Donc l'enjeu ici, bonsoir Nicolas, l'enjeu ici est de reprendre pied par, on va voir quelle technique, mais on se centrera évidemment sur la musique aujourd'hui, la prochaine fois, retrouver, réécarter, réouvrir ce voile de Maya du Veda et de la philosophie indienne, ce voile de Maya aussi dont nous parle Kant, et ce voile de Maya qui est aussi décrit de manière extrêmement métaphorique quand Schopenhauer aborde la philosophie de Platon. J'ai donc dit que les trois grands piliers de la pensée, c'est d'abord Kant, maintenant Platon, on va voir Platon plus rapidement, et le Veda, le voile de Maya, les Upanishads, qui sont tout un poème, on va en parler dans une minute. Alors, sans plus tarder, abordons la pensée de Platon. On a donc vu les deux grandes idées qui sont celles de Kant, telles que les perçoit Schopenhauer, la séparation entre le phénomène et la chose en soi. Nous sommes entourés par un monde de phénomènes et on ne peut pas avoir un accès aux choses mêmes. Et puis, la deuxième grande idée, cette liberté qui pour Kant est la seule chose, le seul fait de la raison, la seule manière pour nous d'avoir accès à la chose en soi, quand on dit que ce qu'on fait est universalisable, donc la définition de l'autonomie, eh bien ça, Schopenhauer va plus loin et l'universalise à l'ensemble des choses qui nous entourent, des choses du monde, des éléments végétaux, minéraux, tout ce que vous voulez. Alors, le deuxième grand pilier de la pensée de Schopenhauer, c'est Platon. Alors, Platon, vous allez voir, c'est, encore une fois, là on va prendre un texte très court qui explique bien
le regard que Schopenhauer a sur Platon. Et on va voir en quoi Schopenhauer, de ce point de vue-là, est un héritier fidèle et infidèle de Platon, comme il l'est de Kant, puisqu'on a vu qu'il est aussi critique de Kant, puisqu'il fait un geste que Kant n'aurait jamais accepté, en ouvrant notre connaissance, la finalité de notre existence, à entrouvrir le voile de Maya. Qui veut lire ces magnifiques textes de Schopenhauer dans le monde le monde comme volonté et comme représentation. C'est un commentaire de ce qui l'intéresse chez Platon. Vous allez voir qu'il met de la commedia dell'arte à la fin. Est-ce qu'il y a même de comédiens ou de comédiennes parmi vous? Y a-t-il quelqu'un qui brûle de lire du Pantalone, Colombina, Tartaglia et Gozzi? Je n'entends personne. Alors, sans plus tarder, je vais reprendre le micro que j'avais abandonné 3 secondes et je vais vous lire ce texte. Vous savez que j'aime bien lire les textes à haute voix parce que les difficultés apparaissent quand on lit un texte à haute voix. Ce qui apparaît dans le nuage, dans le ruisseau, n'est que la plus faible répercussion de cette volonté qui s'annonce plus parfaite dans la plante, plus parfaite encore dans l'animal et avec toute sa perfection dans l'homme. Pour celui qui a saisi cela et qui sait distinguer la volonté de l'idée et l'idée du phénomène, les événements de ce monde ne seront plus que les signes révélateurs de l'idée de l'homme. Est-ce qu'on peut voir le texte en même temps tu ne vois pas? Non, je vois juste la... c'est triste. Non, parce que si tu vois mon visage, c'est un peu... ça va moins parler que le texte. Là, vous voyez? Oui. Ah, super. Merci. De rien. Autant pour moi. Ce qui apparaît dans le nuage, dans le ruisseau, n'est que la plus faible répercussion de cette volonté qui s'annonce plus parfaite dans la plante, plus parfaite encore dans l'animal, et avec toute sa perfection dans l'homme. Donc là, on revoit la gradation que j'évoquais avant. Hein. Donc c'est une gradation qui dit en fait que Kant a raison avec son histoire de liberté et d'autonomie, mais il faut aller plus loin que ça. C'est aussi dans l'animal, c'est aussi dans la plante, c'est aussi dans le minéral, dans le grain de sable. Idée que Nietzsche reprendra avec la volonté de puissance, c'est la même chose. Pour celui qui a saisi cela et qui sait distinguer la volonté de l'idée et l'idée du phénomène, on verra ce que ça veut dire, les événements de ce monde ne seront plus que les signes révélateurs de l'idée de l'homme. Dans les aspects multiples de la vie humaine, dans le changement incessant des événements, il ne considérera que l'idée, seule, permanente et essentielle, en qui le vouloir vivre a trouvé son expression la plus complète et qui se montre sous ses différentes faces dans les qualités, les passions, les erreurs et les prérogatives du genre humain. Égoïsme, haine, amour, crainte, audace, légèreté, stupidité, ruse, esprit, génie, qui tous se concrètent diversement dans les individus. Alors se concrète, je pense que c'est se concrétiser, mais c'est une traduction, deviennent, oui, se concrétisent, se mettent ensemble, comme une concrétion, comme on dit. C'est une traduction de 1888. Ce n'était pas un terme qui est très usité en français. Usité non plus n'est pas très usité. Usité. Donc, toutes ces faces, en fait, toutes ces idées, des qualités, des passions, les erreurs, égoïsme, amour, haine, crainte, toutes se concrètent diversement dans les individus et jouent devant nous la grande et la petite comédie du monde, où c'est tantôt un fétu, tantôt une couronne qui fait mouvoir les acteurs. Un fétu de paille, donc c'est quelque chose de négligeable, au contraire, une couronne, quelque chose de très haut, donc des objets de différentes noblesses ou standing qui font mouvoir les acteurs. Il finira même par s'apercevoir que tout se passe dans le monde comme dans les drames de Gozzi. Alors Gozzi, c'est la commedia dell'arte, où ce sont toujours les mêmes personnages qui paraissent ayant même pensée et même sort. Il est vrai que les motifs et les événements changent d'une pièce à l'autre, mais l'esprit des événements reste le même. Les personnages d'une pièce ne se souviennent plus de ce qui s'est passé dans l'autre. Pourtant, ils ont joué leur rôle. Voilà pourquoi, après toutes les expériences qu'ils ont pu faire dans leur carrière, ni Pantalon n'est plus agile ou plus généreux, ni Tartaglia plus honnête, ni Brighella plus vaillant, ni Colombine plus vertueuse. Alors, ce texte n'est pas simple, mais ce texte, déjà, il est beau. Comme je vous le disais au tout début, il y a une des merveilles des livres du livre de Schopenhauer, c'est sa langue.
traduit ou pas traduit. Je ne parle pas l'allemand, je bredouille un peu l'allemand, mais je ne parle pas. Mais en français, c'est déjà magnifique, même dans une traduction, celle-là, c'est une traduction de 1888. Les traductions plus récentes, qui sont un peu plus fidèles apparemment au texte, rendent aussi cette beauté de la langue, cette poésie de la langue. Et puis toujours des exemples, il y a des métaphores, des analogies qui sont extraordinaires. Ils citent toujours les textes dans leur langue originelle, que ce soit du grec, du latin, ils citent Calderon en espagnol, Molière en français. Il y a une forme de... Mais ce n'est pas de l'érudition, c'est plus... Il veut rendre hommage à toutes ces formes culturelles différentes. Et dans ce texte, qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce que c'est la grande idée de ce texte? Eh bien, c'est que... Alors, il y en a deux. La première chose, on va commencer par la fin. La première chose, c'est que le monde, c'est un peu comme une commedia dell'arte. On a toujours l'impression que c'est différent, on a toujours l'impression, et on est victime en cela du temps. Et encore une fois, comme le disait Kant dans notre passage précédent, en fait, on est victime de quoi? On est victime de ce qu'on appelle la causalité, de l'enchaînement. Le temps se suit, A égale B, donc B égale C, donc A égale C. Ça, c'est la logique. Si je pousse quelque chose vers le bas, cette chose, il y a des chances qu'elle tombe. Tel phénomène telle réaction va suivre de telle action de ma part. C'est la causalité. C'est-à-dire qu'il y a un enchaînement des choses qu'on présuppose et qu'on met dans le monde. Et on pense pour cette raison que, oui, le monde devient... On pense peut-être aussi qu'il y a un sens. Nous, on a toujours pensé, enfin en tout cas jusqu'à une période récente, depuis une vingtaine d'années, où on se dit que peut-être en fait on peut tous peut-être disparaître écologiquement, que maintenant il y a des épidémies, que bon finalement le côté du bien est peut-être plus compliqué que ça, qu'il y a peut-être pas un seul pays qui a la vérité, que finalement, ben oui, toutes les religions ont raison, mais si elles se combattent toutes, c'est peut-être plus compliqué que ça. Bref, on se dit que tout cela n'a pas nécessairement un sens, et en tout cas que ça ne va pas nécessairement vers un progrès. Et que dit Schopenhauer? Il dit très simplement, ben, l'existence humaine, c'est comme une comédie. C'est comme un drame de Gozzi. Alors le drame de Gozzi, c'est quoi? C'est les mêmes personnages qui reviennent toujours, qui n'apprennent rien et qui refont les mêmes erreurs. C'est la commedia dell'arte. Et c'est la comédie de la vie. Pantalon n'est ni plus agile ni plus généreux, Tartaglia n'est pas plus honnête, Colombine pas plus vertueuse, etc., etc. C'est la comédie du genre humain. C'est notre comédie, c'est aussi la comédie de notre vie à l'échelon, en petit échelon individuel. Et qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que nous rejouons sans cesse cette même comédie de la vie. On rejoue sans cesse le drame de l'égoïsme, de la haine, de l'amour, de la crainte, de l'audace, de la légèreté, de la stupidité, de la ruse, de l'esprit, du génie. On n'invente rien de nouveau. Et ça, c'est ce que Schopenhauer appelle justement ce qui se cache finalement derrière les apparences, derrière la causalité, derrière l'idée du progrès, derrière Instagram, derrière notre capacité à nous raconter une vie passionnante. Eh bien, c'est qu'en fait, on ne fait que reproduire des grandes idées. Égoïsme, haine, amour, crainte, audace, légèreté, stupidité, derrière l'apparence de la vie, derrière le jeu de la vie, derrière le drame de la vie, on ne fait que reproduire en permanence et de manière quasiment absurde les grandes idées du genre humain, les grandes erreurs, les grandes passions du genre humain. Platon, d'une certaine manière, il y avait déjà les mêmes drames de commedia dell'arte. Ce n'était pas de la commedia dell'arte, évidemment, à l'époque de Platon. Vous les avez chez Sophocle, vous avez chez Euripide. On retrouve les mêmes aujourd'hui, dans notre vie. C'est-à-dire que ce que Schopenhauer prend de Platon, c'est cette capacité à voir que derrière les phénomènes, il y a l'idée. Alors, on parlera pas, il n'y a pas de dualisme en ce sens-là, mais il y a, au-delà des phénomènes, par exemple, je ne sais pas moi, une jalousie particulière, un problème, un amour particulier, une passion particulière, un égoïsme particulier, le vôtre, le mien, les romans, les films de cinéma, l'ensemble des choses et des événements particuliers qui émaillent votre vie. Platon a vu un truc incroyable, c'est l'idée.
Et Schopenhauer l'adapte à sa sauce, parce qu'il se distingue quand même de Platon. Il dit oui, il a raison. Notre monde est absurde aussi au ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y a une répétition de cette commedia dell'arte, et il prend l'exemple des drames de Gozzi, il ne prend pas par hasard. C'est des drames bouffons. C'est des drames où effectivement les personnages sont ridicules et ils font toujours les mêmes erreurs et répètent des stéréotypes. Donc ces stéréotypes ou ces idées d'égoïsme, de haine, d'amour, de crainte et d'audace, etc., eh bien, c'est ça la marche du monde. Et nous, par nos représentations, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, nos représentations, c'est de croire au drame de Gozzi. Et Platon est celui qui voit derrière les drames particuliers l'idée du drame, l'idée de l'amour, l'idée de la haine, l'idée de l'égoïsme, qui sont dans ces pièces, qui sont dans la musique, qui sont partout, qui sont dans nos vies. Bien. Et la grande idée de Schopenhauer, qu'on voit au tout début du texte, ce qui apparaît dans le nuage, dans le ruisseau, n'est que la plus faible répercussion de cette volonté qui s'annonce plus parfaite dans la plante, plus parfaite encore dans l'animal, avec toute sa perfection dans l'homme. C'est qu'en fait, ce qui se dit derrière cet égoïsme, cet amour, cette haine, cette crainte qui se rejoue sans cesse, ce qui est important, c'est que ça se rejoue sans cesse. C'est quoi? C'est que la vie, la volonté ou le vouloir, c'est la même chose, c'est Schopenhauer, eh bien, c'est quelque chose, une forme de poussée qui se traduit dans l'égoïsme, la haine, l'amour, la crainte, l'audace, la légèreté, qu'on rejoue de manière 10 000 fois différente, mais pour dire la même chose. Une poussée qui était avant vous, qui sera après vous, que vous rejouez en cercle dans votre vie, toujours de la même manière. Je suis fou amoureux d'elle, je ne peux pas vivre sans elle. 3 ans après, si vous n'êtes plus avec elle, qu'elle soit vivante ou morte, vous vous en fichez. Vous vous en fichez. Je me faisais la réflexion sur les anciens amours. On est fou amoureux d'eux ou d'elles quand on est avec. Très souvent, on les oublie tout aussi vite. Et 4-5 ans après, on ne sait absolument pas ce qu'ils sont devenus, alors qu'on se serait tué pour eux quand on était avec. Donc, on se rejoue une forme de comédie, de commedia dell'arte, sur les grandes figures, sur les grandes stéréotypes, idées que Platon a vu dans sa philosophie, l'égoïsme, la haine, l'amour, la crainte, l'audace, la légèreté, la stupidité. Ce qui est derrière tout ça, c'est quoi? C'est le vouloir, la vie, qui se donne sous ces différentes idées, sous ces différents stéréotypes. Et c'est ce qui n'est pas dans ce texte, mais ce qui est effrayant pour nous, vous allez le voir, c'est que fondamentalement, tout ça n'a pas de sens. Schopenhauer le dit, la vie, le vouloir, est sans fondement. Il veut une seule chose, c'est quoi? Eh bien, il se veut lui-même, en un sens. C'est-à-dire que le vouloir est sans fond, il est absurde. Il n'a pas d'origine, pas de volonté, pas de direction, sinon se reproduire. Un exemple pour que vous compreniez bien cela, et je vous assure qu'on va parler de musique. L'enfantement. Comment Schopenhauer voit l'amour? Sa thèse sur l'amour est connue. Comment comprend-il la sexualité? C'est très simple. Il dit au premier regard, l'homme et la femme se retrouvent dans une soirée, aujourd'hui dirait-on. Quand je dis ça, ça fait un peu vieux con. Bref, c'est un détail. Bon, ils se retrouvent dans une boum. Alors, ils sont dans une boum, l'homme et la femme, ou l'homme et l'homme, la femme et la femme. Ils se voient de loin. Au premier regard. Enfin non, c'est pas l'homme et l'homme ou la femme et la femme pour Schopenhauer, c'est l'homme et la femme. Vous allez comprendre pourquoi. Au premier regard, dans l'un et l'autre, chez la femme comme chez l'homme, il y a je vois l'enfantement. Alors, il a une expression extraordinaire. Il dit le rejeton est déjà là dans le premier regard. Mais en gros, la nature qui veut se reproduire, la vie qui veut se reproduire, sonne à la porte. Elle le trouve beau, il la trouve belle. Ils vont s'inventer des idées. La haine, l'amour, je te déteste, on se quitte, on se remet ensemble. Toute une commedia dell'arte pour en fait faire quoi? Permettre à la vie de se reproduire. Et ça, c'est la définition de l'amour. Chez Schopenhauer. Pas chez moi, enfin bon, peut-être pas chez vous, mais j'en sais rien. Mais je la trouve extraordinaire. C'est une idée très simple. Quand l'homme et la femme font leur espèce de bal, de danse, de valse, de séduction, de crise, de jalousie, d'égoïsme, au fond, derrière tout cela, qu'on rejoue sans cesse, ce sont des idées qu'on rejoue sans cesse, des stéréotypes de toutes les époques, et vous en aurez encore d'autres et vous les rejouerez vous-même. Il n'y a qu'une seule chose pour Schopenhauer derrière tout ça, la vie se reproduit elle-même, la vie cherchant à se reproduire elle-même, la finalité absurde, parce qu'au fond, pourquoi elle se reproduit elle-même?
Pourquoi enfanter? Pourquoi continuer à avoir des enfants? Ça ne fait pas sens. Pour Schopenhauer, il faut être conséquent. Ce n'est pas comme s'il y avait un progrès de l'espèce. Il n'y a pas de progrès dans l'histoire. Ce n'est pas comme s'il y avait une fin dans la vie. Non. La seule fin dans la vie, c'est de se reproduire elle-même. Donc, si le seul but des choses, c'est de se reproduire elle-même, vous avouerez que ce n'est pas exaltant comme perspective. Donc, on invente des illusions, des apparences. Et on se représente tout un lot de choses pour masquer le fond de l'existence, qui est de ne pas en avoir, et qui est de ne viser qu'une seule chose, la reproduction de soi. C'est ça, les drames de Gozzi. C'est ça, au fond, toute l'illusion qui fait le fond de notre existence. Alors, j'espère être clair. Si vous trouvez qu'il y a un manque de clarté, vous pouvez vous dire qu'on est dans l'illusion, mais aussi vous pouvez vous dire qu'on n'est pas loin des Upanishads. Alors, j'aimerais que Nicolas, je ne sais pas si tu m'entends, Nicolas Field, il est alsacien, Field. Bon, Nicolas, je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends. Alors, attends, Nicolas, que dit-il? Hop. Voilà, alors super. Nicolas, si tu m'entends, est-ce que tu pourrais nous lire juste cette magnifique phrase? La phrase qui est après le. Voilà, après le latin. En latin? Non, après le latin. Alors, tempore quo cognitio simul advenit, juste après cette phrase, la traduction de ça. Et après, vous allez voir, c'est possible. T'entendre lire cette phrase, ça va être magnifique. J'arrive. Alors, dès l'avènement de la connaissance, l'amour s'éloigne. Qu'est-ce que tu peux. Alors, est-ce que déjà tu veux le commenter? Tu n'es pas obligé de le commenter. Hein. Mais si tu veux le commenter, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? C'est pas très optimiste pour les gens qui croient en l'amour, mais la connaissance de l'autre, je sais pas trop de quoi il parle en fait. Ah. Alors, on peut le. La connaissance en général ou Alors, justement, il y a peut-être un petit piège ici, mais dès l'avènement de la connaissance, l'amour s'éloigne. L'amour ici, c'est pas l'amour dont j'ai parlé, c'est pas l'amour entre les êtres. Ouais, ici, c'est plutôt l'amour véritable des choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on connaît, on s'éloigne d'un amour des choses. C'est-à-dire à mesure que l'on connaît et que l'on se représente, justement, eh bien, on rentre dans le régime de l'image, de l'illusion. Alors, on va détailler cela maintenant pour bien le comprendre, et comme ça, on aura compris à peu près tout Schopenhauer, on pourra foncer dans la musique. Alors, Schopenhauer le dit en 1816, il le dit à un ami. Son seul ami, je vous l'ai dit, c'était son chien. Après, il avait sa flûte, donc ça fait 2 amis. Son 3e ami, c'est son journal intime. Il n'y en avait pas d'autres. Mais il avait un 4e ami qui s'appelle Frédéric Mayer. Et Frédéric Mayer, c'est un orientaliste. Peut-être un peu abusif, mais bon, il est vu comme un orientaliste. Et c'est un des premiers à avoir introduit en Allemagne, et donc à Berlin, les Upanishads. Les Upanishads, on les a connus en Allemagne et en France à travers une traduction latine, qui est l'œuvre de quelqu'un qui s'appelait Anquetil du Perron. Et le nom, c'est Upnekat en latin. Enfin, il y a là-dedans beaucoup de langues mélangées, y compris un peu de grec. Pour nous dire quoi? C'est le livre du secret. Et le livre du secret, pourquoi? Parce que justement, c'est un livre qui dévoile des choses. Alors, les Upanishads, en anglais, alors je n'ai pas trouvé de traduction française, mais j'ai une traduction anglaise qui est là, et qui résume assez bien l'objectif. Et vous voyez qu'il y a plein de liens avec le yoga, qu'il y a plein de liens avec... bon, évidemment, c'est l'essence de la pensée indienne. Il y a plein de liens, surtout avec l'idée d'un éveil qui nous fasse aller au-delà de l'illusion, du brio des phénomènes. Et aussi qui nous fasse aller au-delà de ce que nos sens nous donnent à voir. Donc, je vais le lire rapidement. Pour produire la vision, nous devons nous asseoir sur une base de 4. Donc, c'est en gros, les bases de 4, c'est les 2 pieds. Hein, puisqu'il y a 2 bases par pied. Ensuite, fermer les portes du corps. Tu peux essayer, Nicolas, si tu m'entends toujours. Je serais curieux d'imaginer si tu vois quelque chose. Je te prends comme cobaye ici. Alors, les oreilles avec le pouce,
Et du coup, tu Je vois m'entends ta plus, mais c'est pas caméra. grave. Les yeux avec les four fingers. Les four fingers, c'est quoi? C'est l'index, on va dire, j'en sais rien. Oui, bah, probablement, s'il y a le pouce, il y a l'index. Le nose avec celui du milieu, donc ça, c'est le majeur. The lips by the four other fingers. Ah, mais il y en a 4. Bon, bref. Ah oui, parce que vous en avez, oui, il y en a 2 de chaque côté. Donc, bref. Donc, vous avez les yeux, les pouces qui ferment vos oreilles. Les yeux, c'est l'index. Le nez avec, vous pouvez le faire si vous voulez. Le nez avec le doigt du milieu. Et les lèvres sont fermées par les 4 autres doigts, donc les 2 petits doigts et les 2 annulaires. Là, vous attendez un moment. Peut-être que personne ne m'entend effectivement si tout le monde fait ça. Et le corps entier va se remplir de lumière. On croira une chanson de Led Zeppelin. Comme la tortue, l'homme doit se retirer au sein de lui-même, un peu comme la tortue dans sa carapace, j'imagine. Le cœur doit être gardé. Et là, Brahma va entrer en lui. Alors, qui est Brahma? Brahma, c'est, dans la pensée indienne, c'est le dieu créateur. Alors, il n'y a pas un statut extraordinaire. Enfin, il y a le Brahmapoutre, le fleuve, mais il n'y a pas un statut extraordinaire. C'est plutôt Shiva et Vishnu. Vishnu, c'est on va dire, c'est la déesse positive et Shiva, c'est plutôt l'aspect négatif, la destruction, c'est la construction et la destruction. Brahma, c'est juste lui qui a lancé l'affaire. Bon, Brahma entre en lui comme le feu et le tonnerre. Dans le grand feu, dans son cœur, une petite flamme va alors naître et c'est Atma, qui était, comme je vous l'ai peut-être dit, le nom des chiens de Schopenhauer. Tous les chiens de Schopenhauer avaient le même nom, Atma, l'esprit. Et là, et c'est ça qui nous rapproche de Schopenhauer, la prochaine étape, celui qui réussit à détruire un monde de désir et de sagesse sera alors comme un faucon. Et, one with the great big, et il ne fera plus qu'un avec l'être. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive à détruire en soi le savoir, le bavardage de l'âme, quand on arrive à détruire en soi le monde des désirs, désirs sexuels, désirs de connaissance, désirs de reconnaissance sociale, désirs d'argent, eh bien, qui ressemble beaucoup à Spinoza ou à la pensée japonaise, eh bien, celui qui réussit à détruire ces worldly desires, ces désirs humains, et aussi le savoir conçu comme quelque chose qui fait écran à l'être, eh bien, il ne fera plus qu'un avec le grand tout, et surtout, il sera comme un faucon. C'est-à-dire qu'il aura une vraie vision. Le faucon, par définition, a une vision. Eh bien, ça, c'est le livre des secrets, les Upanishads, et c'est surtout l'obsession de Schopenhauer. Comment sortir, comment devenir faucon, si vous voulez. C'est-à-dire comment sortir d'un monde de désir, de représentation, d'illusion, d'Erscheinung, d'apparition. Comment sortir aussi d'une logique érudite, culturelle, de connaissance, aussi universitaire dans une certaine mesure, et puis d'intelligence normale, qui nous. Je ne dis pas que les universitaires n'ont pas une intelligence normale, entendons-nous. Mais comment sortir en fait d'une logique de l'illusion, de l'apparition du phénomène, pour retrouver la chose en soi, et la chose en soi en nous. Comment en gros faire un avec la chose en soi, pour le dire en termes kantiens. Comment voir au-delà de toutes les illusions particulières l'idée d'angoisse, d'amour, de joie. Eh bien, pour Schopenhauer, il y a différentes méthodes pour y arriver, mais la plus noble et la plus haute, c'est à vous. À votre avis, c'est quoi la plus noble? Quand on a justement la méditation, tout à fait, la méditation. Et la forme active de méditation, la méditation, tout à fait raison. Il dit la méditation et comment il appelle ça? La méditation et la... Oui, enfin la méditation, oui. Enfin, c'est la méditation, c'est une forme de mysticisme. Mais on l'a aussi dans la musique. Et on va voir comment. Alors, la musique, on va écouter... Alors, il est 18h36, il est déjà un peu tard, mais on va écouter un texte magnifiquement lu par Daniel Mesguich. Attendez, je vais vous le lire. Vous l'avez, vous voyez le texte? Vous voyez le texte? Oui. Heureusement que Nicolas est là. Nicolas, que ferais-je sans toi?
Que ferais-je sans toi? Alors, le texte, sans plus tarder, lu par Daniel Mesguich. Ce n'est pas exactement la même chose, ce n'est pas tout à fait la même traduction, et vous allez voir que la lecture de Mesguich est extraordinaire. La musique n'exprime jamais le phénomène, mais uniquement l'essence intime, l'en-soi de tout phénomène. En un mot, la volonté même. Aussi n'exprime-t-elle pas telle joie spéciale ou définie, telle ou telle tristesse, telle douleur, tel effroi, tel transport, tel plaisir, tel calme d'esprit, mais la joie même, la tristesse, la douleur, l'effroi, les transports, le plaisir, le calme d'esprit. Elle n'en exprime que l'essence abstraite et générale, en dehors de tout motif et de toute circonstance. Et pourtant, dans cette quintessence abstraite, nous savons parfaitement la comprendre. Les phrases courtes et claires de la musique de danse, aux allures rapides, ne semblent parler que d'un bonheur commun, facile à atteindre. Au contraire, l'allegro maestoso, avec ses grandes phrases, ses larges avenues, ses longs détours, exprime un effort grand et noble vers un but lointain que l'on finit par atteindre. L'adagio nous parle des souffrances d'un grand et noble effort qui méprise toute joie mesquine. Mais ce qu'il y a de plus surprenant, c'est l'effet du bémol et du dièse. N'est-il pas étonnant que le changement d'un demi-ton, l'introduction d'une tierce mineure au lieu d'une majeure, donne aussitôt une sensation inévitable de peine et d'inquiétude, dont le dièse nous délivre immédiatement. Alors, est-ce que vous avez aimé ce texte? Il est beau ce texte. Je ne vous donne quand même pas des textes pourris, vous ne pouvez pas dire. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce texte? Ah, je vois des réactions en pagaille. Très beau. Ah, Guy, tu as bon goût. Nicolas ne dit rien. Il n'a rien aimé dans ce texte. Non, c'était avant. Parfait, donc magnifique. Alors magnifique, Nicolas 2 points, Guy 1,5 point, parce que quand même magnifique c'est mieux que très beau. Mais très beau j'aime bien, en fait c'est mieux. Magnifique ça fait un peu fado, mais c'est vrai qu'il est magnifique ce texte. On est d'accord, il est très beau. Imaginez là-dessus la musique de Mozart. Imaginez comment dire, imaginez sur un texte comme ça. Imaginez justement, eh bien allons-y, sans plus tarder, imaginez notre nouvel ami, William Tell, et son interprète, Nina Perlov. Et en fait, j'aimerais que vous écoutiez, que vous regardiez, que vous écoutiez cette vidéo, et on fera ensuite quelques réflexions autour de cela. Et on reprendra la semaine prochaine en repartant de ce texte, pas forcément de cette vidéo d'ailleurs, à moins que vous le demandiez, parce qu'elle est très sympathique, cette Nina Perlov, vous allez voir. Alors, Nina Perlov. Vous allez voir que c'est une explication par une musicienne, par une interprète qui joue Rossini à la flûte. Rossini à la flûte, c'est ce que tous les matins Schopenhauer jouait devant son chien, Atma. Eh bien, elle joue Rossini à la flûte et elle nous explique de l'autre côté, pas celui de l'auditeur, mais celui de l'interprète, ce qui se passe quand on joue du Rossini à la flûte. Et elle nous explique exactement ce que ce texte nous dit. Sympa, Nina. Hi, I'm Nina Perlov, and today I thought I would talk a little bit about what goes on in the mind of a musician while playing. Or maybe I should say what goes on in the mind of this musician while I'm playing. Now, I think it's really easy to romanticize what musicians think about and to think it's all just rainbows and unicorns and very colorful thoughts. Now, sometimes we might have a little bit of that, but actually what goes on in our minds, at least in my mind, is a lot of hard work, a lot of focus, a lot of concentration, and believe it or not, a lot of numbers. Numbers, what? The pulse
is the most basic element that your audience can latch onto, and it forms a very sort of primal point of connection between you and the audience. Because whether they realize it or not, they're locked into your pulse. Now, the audience is not sitting there thinking about numbers, but as the musician, I often am. So I thought I would do a demonstration and show you what I mean by that. So I'm going to take a look at the William Tell Overture, which is one of those very lovely lyrical pieces in the orchestral repertoire. That's a very famous flute excerpt. And it's easy to just get lost in the lyricism of it, but at the heart of it is always that pulse. And to keep that pulse, I like to subdivide, which means I take the main beats and I break them into smaller pieces within that beat. In the case of the William Tell, we are in 3/8 time, which means there are 3/8 notes per measure. However, the pulse is subdivided into triplets. So each one of those 8 notes gets 3 parts of a triplet. So 3 triplets in a measure of 3/8. We're basically going to be breaking that measure down into a measure of 9 pulses per measure. So I'm going to demonstrate what it's like by counting the way I count in my head while the music is playing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sometimes for practice, I will even put a little bit of a pulse in my sound to subdivide the triplets on the long notes. So I know it may not seem very romantic or fluffy that what's going through my mind are basically the numbers 1 through 9 over and over and over again, but there actually is beauty in that pulse. There's beauty in numbers. I do believe in rubato, but I believe that the beauty of rubato is only achieved when the underlying expectation of the pulse is already very well established between you, the player, and the audience. Alors, est-ce que ça vous surprend ce qu'on vient de voir? Je ne sais pas s'il y a des musiciens parmi vous, des interprètes en particulier, mais on est tous plus ou moins mélomanes. Et qu'est-ce que vous avez entendu là? Vous avez cette aire à la flûte que Schopenhauer jouait, de Rossini, et qu'on connaît tous. Donc, elle nous dit, on pense qu'il y a de l'émotion, elle parle de rubato à la fin, on pense qu'en fait c'est une mélodie qui fait appel à l'émotion, une forme de lyrisme, d'expression de soi de la part aussi de l'interprète, pas simplement chez l'auditeur. Et en fait, elle nous dit, mais moi c'est les nombres, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais pourquoi les nombres? Et ça, elle nous dit au début. Pourquoi les nombres? Qu'est-ce que ça traduit les nombres? C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'il y a dans les nombres? Que nous permettent de rejoindre les nombres? Elle l'a dit en tout début, elle a un mot, les émotions, Guy. Elle dit, oui, c'est ça, c'est le pulse. Le pulse. Elle dit en fait, le compositeur ou l'interprète, et Mozart, si vous regardez le Mozart de Miloš Forman, à la fin, vous voyez que, ou Beethoven, quand il écrit, évidemment, il
ils écrivent avec des notes, ils n'ont pas, comme aujourd'hui, ils ne font pas des, voilà, ils peuvent écrire au piano, mais c'est toujours à la base de nombres. Et ces nombres miment quoi? La vie. Ils reproduisent la vie. Les nombres reproduisent la vie. Elle parle du pulse. Elle, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est parce que ça reproduit. Enfin, non, c'est pas comme ça. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Parce que ça reproduit. C'est Matrix. Merci Nicolas. C'est un peu ça, oui. En plus, c'est vrai. Ça reproduit, ça mime le vivant. Et donc, en ce sens-là, c'est Matrix. Ça reproduit le vivant. Ça veut dire que la musique est l'art suprême de la vie. Et donc Schopenhauer, quand il est face à la musique, il dit, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a différentes formes d'art, il y a la sculpture, l'architecture, il y a la peinture, bon, la poésie. Toutes reproduisent les phénomènes. Toutes reproduisent les phénomènes. Mais il n'y en a qu'une seule, il y a une seule forme d'art qui mime le mouvement même de la vie, c'est la musique. Et c'est ça le grand coup de force du monde comme volonté, comme représentation, quand il s'agit de penser la musique, c'est que, pour le dire simplement et conclure là-dessus, nous repartirons de là et nous poursuivrons là-dessus. J'espère que ça vous convainc, parce que moi, la première fois que j'ai lu ça, j'étais complètement époustouflé. Et quand j'ai vu notre nouvelle amie, je vais essayer de voir si elle n'a pas fait d'autres vidéos, parce qu'elle est très très bien, elle est très claire dans son explication. Et puis oui, Nicolas le dit, quand on danse la valse, on compte aussi en boucle. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle lit la boucle 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, 4 jusqu'à 9. Elle le lit au mouvement même du pulse, du battement, de la vie chez les gens, chez les auditeurs, chez le compositeur, chez l'interprète. Et donc, on a deux grandes catégories pour Schopenhauer. Vous avez toute une catégorie d'art qui, d'une certaine manière, dans leur forme même, par exemple l'architecture pour Schopenhauer ou la sculpture, sont des formes d'art assez brutes, assez massives, qui sont fichées dans la matière et qui traduisent quoi? La volonté, donc la volonté, le vouloir vivre, si vous voulez, quand il est dans la matière, dans la pierre, dans la minéralité. Et il s'exprime dans une forme d'art qui est celle de l'architecture ou de la sculpture. On en parlera la semaine prochaine avec des exemples de sculpture et d'architecture. Mais vous avez aussi la peinture, la poésie qui font de même, qui expriment la volonté. Telle qu'elle se donne à voir, telle qu'elle se représente. Mais le problème de toutes ces formes d'art, c'est que justement, ils expriment quoi? La sculpture, la peinture, la poésie. Eh bien, ils expriment toujours, ils reproduisent quoi? Des choses que nous voyons, des choses en train de se faire autour de nous, mais fondamentalement, ils reproduisent des représentations. La seule forme d'art qui ne reproduise pas des représentations. Et Schopenhauer dit ceci, à la limite, la musique existerait même si le monde n'existait pas. C'est très fort. C'est une hypothèse folle, mais c'est un texte qu'on lira la prochaine fois. Il dit, même sans le monde, il y aurait la musique. Pourquoi? Parce que la musique ne reproduit pas le monde en tant qu'il apparaît. La musique reproduit, au contraire, la vie et le vouloir dans leur surgissement. Et donc, dans leur idée, telle qu'elle se donne à nous, indépendamment des idées particulières, indépendamment des passions particulières, mais ça va être, la musique va mimer l'idée de la joie, elle va mimer l'idée de la haine, elle va mimer l'idée de l'amour, elle va mimer l'idée de la passion. Donc des grandes passions humaines. Et ce que dit Schopenhauer dans ce texte, c'est qu'en passant parfois d'un majeur au mineur, des dièses ou des bémols, en ajustant simplement d'un demi-ton, on change complètement d'idée, de passion. On change complètement finalement de rapport à la vie. Et cela, ça nous parle, ça parle au pulse. Mais à la base, le musicien, l'interprète, eux, ce sont des techniciens. Ils sont dans le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parce qu'ils ont bien compris une chose, c'est que la musique, c'est l'art de la vie. Et donc, on reproduit quoi? Les idées, le pulse, qui anime le corps, qui anime la vie, plus exactement, qui anime la vie de l'auditeur, la vie de la pierre, la vie de la feuille, qui anime toute forme de vie minérale, végétale, humaine, pour Schopenhauer. Et c'est ça que mime la musique. La musique ne mime pas une passion particulière,
Elle mime la vie en tant qu'elle se donne quand on aime, en tant qu'elle se donne quand on est. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois en abordant Mozart pour Schopenhauer et aussi Rossini. J'essaierai on verra l'ouverture de Rossini. Ça va demander un peu de travail, mais ça peut être amusant. La vie et la musique ont besoin d'air pour exister, c'est bien vrai. C'est bien vrai. Sur cette phrase de Schopenhauer, non, de Nicolas Ville, j'ouvre, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, je me retirerai avec la joie et l'enthousiasme de Colombine et Pantalon réunis, les héros de Gozzi ou des pièces de Goldoni. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien, je ne vois pas de questions, je ne vois pas de mains qui se lèvent, parce qu'on peut lever des mains. Merci, intéressant. Merci à toi, Guy, pour ta fidélité, ton enthousiasme communicatif. Ce n'est pas simple, Schopenhauer, on y reviendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura plus de musique. On n'aura pas besoin de revenir sur le système entier que je vous ai présenté en présentant les trois grands piliers de la pensée de Schopenhauer, Kant, Platon et donc la philosophie indienne, enfin pas la philosophie indienne, la pensée indienne plutôt, des Upanishads. Mais une fois qu'on a cela, une fois qu'on comprend donc le rapport au monde, aux objets tels qu'ils apparaissent, une fois qu'on comprend qu'en fait tout cela n'est qu'un voile d'illusion qui est brillant, qui est lié à quelque chose, mais qui est lié à un vouloir, qui d'une certaine manière se donne dans les phénomènes. Mais derrière les phénomènes, il faut creuser pour voir derrière le voile. Eh bien on peut à ce moment-là avoir accès par la musique à autre chose. Alors, doit-on se débarrasser de ces illusions pour vivre vraiment, ou au contraire construire les plus belles illusions possibles? Merci à toi, Edouard. Très bonne question. La vivre vraiment, le problème, Nicolas, c'est que quand on vit vraiment, alors là, c'est la réponse de Schopenhauer, ce ne sera pas celle de Nietzsche, eh bien, on comprend quoi? Que finalement, vivre vraiment, ça veut dire vivre sa vie pleinement. C'est au fond comprendre que la vie n'a aucun sens, qu'elle est juste une perpétuation de l'espèce, c'est une forme de ruse de la nature où on fait des enfants pour faire des enfants parce qu'il faut perpétuer l'espèce. Ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Et on comprend dans notre domaine que la connaissance, ça peut être simplement une forme de ritournelle de l'ego. C'est-à-dire qu'on voit que la vie telle qu'elle se donne dans nos activités n'a aucun sens. Donc Schopenhauer donne plusieurs solutions. Il dit, qu'est-ce que c'est ce que tu appelles vivre vraiment? Il dit, on l'entrevoit dans la musique et on a la réponse dans la méditation. On a la réponse dans d'autres sphères qui sont... et on verra ce que ça implique. Alors, il évoque le suicide, c'est pour ça qu'il est resté connu, mais il évoque aussi autre chose que la méditation. Il y a la mystique, donc une forme de méditation passive, bouddhiste. Il y a la mystique, et puis il y a un certain rapport au monde qui ne serait pas négatif comme le suicide, pas passif comme la méditation, en tout cas la méditation passive telle que lui ou Nietzsche l'entend, enfin surtout Nietzsche, mais il y a un troisième rapport, et que la musique nous donne à comprendre, c'est la philosophie, vivre de manière philosophique. Et ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Il y a un texte extraordinaire de Schopenhauer à la fin du paragraphe 52 du Monde comme volonté et comme manifestation, où il dit que, d'une certaine manière, la musique nous dit, elle indique la voie pour une pensée philosophique. Et la philosophie court derrière la musique, ce qu'on avait vu aussi au début. La philosophie court derrière la musique. Elle essaie de refaire ce que la musique parvient à faire immédiatement. La musique n'a pas besoin du monde pour exister, ce que dit Schopenhauer. Idéalement, la philosophie devrait faire pareil. Mais elle est incomplète. Elle n'arrive jamais par les mots à capturer ce que la musique capture par les notes. Pourquoi? Et je finis là-dessus. La musique touche au pulse, elle touche à la vie, et la philosophie désespère de pouvoir le faire. Je dois partir, c'est l'heure. Je vous remercie et je vous embrasse tous. Semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci.